Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, l'émission 100% basket alsacien. Cette semaine, ça bouge dans tous les sens. La SIG est solide et bien installée à la deuxième place de Betclic Elite. L'ASA, elle commence à tirer la langue avec une infirmerie pleine de chez pleine. À ce rythme-là, on va bientôt avoir les espoirs qui vont rentrer en jeu. Mulhouse, c'est toujours aussi imprévisible. Défaite contre une équipe de Betclic, mais victoire contre les premiers d'NM1. Ouais, Mulhouse quoi. Et alors, dans les championnats nationaux, semaine des surprises. Holsheim qui tape Souffle avec un coach Daniel très agacé de donner des points sur des erreurs évitables. Holsheim est peut-être encore un peu énervé du mercato de l'an dernier. Qui sait ? En NM3, Fürdenheim veut désormais qu'on les appelle les frelons. 3 victoires d'affilée. Forcément, ça pique un peu plus. On débriefera ça avec Coach Meyer. Célesta perd encore et Riedisheim corrige tranquillement Nuit Saint-Georges. Côté filles, en NF2, les Panthères courent toujours avec 4 pattes cassées et la tête dans le sol et la SIG engrange enfin des points. En NF3, Gaispo gagne un resto et remet les compteurs à zéro entre Dutlenheim et Schirheim. Forcément, quand tu enlèves 2 joueuses à une équipe et que tu en rajoutes 2 dans l'autre, c'est forcément pas la même histoire. Bref, en gros, un gros programme pour cette semaine, alors let's go. Salut Thib. Salut Fab. Ça va ? Très bien, après cette super intro. Ouais, ça me fait plaisir. Bravo. Merci. On entaque directement avec les pros et la SIG de ton côté ? Yes, grosse victoire de la SIG à domicile, qui reste invaincue. Écoute, que dire de plus, à part qu'on est content de voir de nouveau du beau basket et des victoires au Rhenus. La SIG qui est deuxième au final. Hein. La SIG qui est deuxième actuellement, derrière Monaco. Ouais. Donc grosse satisfaction, le match, prestation un peu en demi-teinte. Pendant 2 quarts-temps et demi, ils sont un peu... c'est un peu poussif, on va dire. Ouais. Avant finalement un finish classique à la SIG, j'ai envie de te dire, comme d'habitude. Pas mal de matchs cette saison. Est-ce que ça serait pas un Marcus Kin ? On y arrive. On y arrive. 31 partout dans le deuxième quart-temps avant d'encaisser un 13-5. Ils finissent en marquant 5 points dans les 5 dernières minutes du deuxième quart-temps. Donc ils rentrent au vestiaire avec moins 8. Très clairement, ils étaient incapables de tenir Hugo Robinho en face. Très bon jeune joueur. N1, tir à 3 points, faute provoquée, passe décisive. Il aura un peu fait la chanson. Difficile aussi de contenir Angelo Warner qui finit sur une grosse prestation avec plus de 20 points et avec un très gros pourcentage au tir. Okay. Ils ont laissé les visiteurs prendre confiance. Ils ont laissé Boulazac prendre confiance. Boulazac qui finit à 11 sur 29 à 3 points. La SIG qui tente de recoller, mais finalement, ils n'y arrivent jamais vraiment dans ce match parce que ils ont une adresse au lancer franc qui est catastrophique. Ils sont à 13 sur 22, 59%. En pro, ça fait quand même... c'est pas normal. En Betclic, c'est pas normal. Ça fait quand même peu. 4e quart-temps, ils sont poussés par un Rhenus qui s'enflamme un petit peu. Donc ça fait aussi du bien à voir que les supporters arrivent un peu à pousser cette équipe. La SIG passe un 10-2 pour revenir à égalité à 5 minutes de la fin. Okay. Avec un Elie Joseph ultra important sur des points, sur des rebonds off, sur de la course. Donc très important. Et après, le finish classique, chef cuistot Marcus Kin. Il prend les choses en main, 3 points sur la tête d'Antoine Ito pour passer à plus 3. Il fait une passe d'aise pour un 3 points de Gabe Brown. Et après, il met un gros dagger après avoir crossé l'ancien joueur NBA Tony Snell. Pour clore le match, donc j'ai envie de te dire, Marcus Kin, il a ramené le café, ramené l'addition, terminé, bonsoir, on rentre à la maison. Merci Cuisto. Propre. Donc mais franchement, plaisir, de voir très belle deuxième, victoire. Maintenant, ils sont à 6-2, deuxième au classement, invaincu à domicile. Ouais, ça fait kiffer. Ça change. Ça fait kiffer. Ça franchement, c'est un régal de retrouver, finalement de retourner au Rhenus, de voir des victoires, de voir du beau jeu, de voir du spectacle, parce que t'as enfin quelque chose à te mettre sous la dent, tu vois, même si des fois les prestations, elles sont un peu en demi-teinte comme ce week-end contre Boulazac. Mais au final, tu sais qu'en fin de match, t'as Gabe Brown, t'as Marcus Kin, tu vas te lever de ton siège. T'as ce qu'il faut, quoi. T'en as pour ton spectacle, tu vois. Là, c'est un kiff. Non, mais c'est bien de les voir avancer comme ça. Après, moi, je suis surpris de les voir deuxième, mais super content. Vraiment, quand on voyait l'équipe début d'année, on n'aurait pas pensé les voir là. Ouais, on est d'accord. Mais... Maintenant, c'est que ça prend bien. Alors, ils ont toujours un peu ce problème défensif, mais ils encaissent de nouveau plus de 80 points à domicile. Mais ils gagnent. Ils gagnent. Voilà, alors comme diraient certains, l'attaque fait gagner des matchs, la défense des championnats. On verra sur la fin de saison ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant leur attaque leur fait gagner des matchs. Ce week-end avec un Marcus King qui finit à 21 points, 4 rebonds, 12 passes.
Bon, il perd 5 ballons, mais en même temps, quand tu vois son implication dans le jeu, il joue plus de 35 minutes, forcément, qu'à un moment donné, tu perds des ballons, sachant que tu as une grosse défense sur toi. Nelly Joseph, 20 points, 8 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 24 dévals. Et après, un Abdoulaye Ndoye qui est toujours aussi précieux, 12 points, 5 rebonds, 6 passes, un peu le couteau suisse. Et Gabe Brown, on ne le présente plus, 22 points, 26 dévals. Et JB Mike qui sort un peu la tête de l'eau aussi. Alors, il a profité de l'absence de Mike Davis Jr. pour gratter des minutes. Et qui fait une prestation solide. On n'a pas trop vu JB depuis le début de saison. Et c'est bien qu'il commence aussi à se remettre dedans. Parce qu'il a voilà, le coach a ses rotations. JB en fait pas trop partie. Il s'appuie plus sur les joueurs américains, j'ai envie de te dire. Là, il a profité de l'absence de Mike Davis Jr. Il finit à 4 points, 5 rebonds, 4 passes. Tu vois, donc un très bon match, très solide défensivement. Il est dans son rôle, en fait, tu vois, dans le rôle que tout le monde connaît de JB Maille, et il est très précieux. Félicitations à eux, il faut que ça continue. Très content. Prochain match, ils vont à Chalon avant la trêve internationale. Donc, et très rapidement sur la Betclic, le pétage de plomb de Mike James. Faute, pas faute. Je comprends quand t'as des mecs. À un moment donné, quand t'as des enjeux comme ça sur la saison, c'est une faute qui vraiment peut être très dangereuse. Peut être dangereuse, ouais. Et il n'y a aucune réaction de la part des arbitres. Alors après, que ce soit Mike James, X, Y, Z, peu importe. C'est cette action-là, pour moi, elle mérite faute, et faute antisportive, comme c'est marqué dans le règlement où tu passes tes pieds en dessous des pieds. Voilà. Mais à un moment donné, je comprends aussi. Alors, qu'il aille aussi loin, non, mais je comprends la frustration d'un joueur comme ça, parce que surtout sur les enjeux derrière, entre l'Euroleague, le championnat et tout ça. Ouais, et puis partout où tu vas, quand t'as une grosse tête, la grosse tête du championnat, elle est protégée. Ouais. Et lui, il estime qu'il est pas assez protégé dans le championnat, ce que je peux comprendre. Voilà. Claire. Merci. On enchaîne sur l'Elite 2. Avec bien malheureusement une nouvelle défaite de l'ASA contre Champagne. Vendredi dernier à domicile, donc ils ont perdu 82-90. Un match compliqué, de nouveau. Très compliqué pour l'ASA, il y a eu des belles remontées, ils ont refait des runs, ils essaient de repasser devant. C'était un peu un match de série, en vrai. Et après, voilà, ils payent l'absence aussi de Romain Hetzel, de leur deuxième meneur. On va dire clairement, ils payent l'absence de tous leurs joueurs. Il y a Kylian Maloya qui se blesse aussi. Au bout de 5 minutes. Romain Hetzel qui n'est pas là. C'est compliqué, hein. À un moment donné, on va passer très rapidement dessus. Hein, mais puis là, c'est pareil. Gros problème défensif. Ils ont été incapables de. Ils encaissent 90 points à un moment donné. Ouais, en face, il y a un très bon Guillaume Gros-de-Singer qui 19 points, un rebond, 4 passes, 16 dévals. Qui a été formé en Alsace du côté de Dessenheim. Donc il y avait aussi pas mal de supporters de Dessenheim qui étaient là. Donc c'était sympa à voir. J'ai vu les images. Mais Guillaume Gros-de-Singer, voilà, qui très clairement, il leur a fait la chanson. Tu vois, il leur a fait la chanson. Ils étaient incapables de défendre sur lui, sur les pick and roll. Il a distribué des passes, il met dedans à 3 points. Après, il faut quand même dire aussi une infirmerie qui est vraiment pleine aujourd'hui. Côté ASA, il se retrouve 16e au classement. Voilà. Une infirmerie qui est très pleine, ça, on est d'accord avec ça. Des solutions. Et le problème, c'est que en fait, ils peuvent pas s'appuyer. Enfin, tu vois, ils pourront pas continuer toute la saison à dire les blessures. Alors, je suis d'accord. On a interviewé Léopold K à la fin du match, qui disait qu'il y avait un vrai problème d'osmose dans cette équipe, qui ne retrouvaient plus en fait l'identité qu'ils avaient l'année dernière sur le terrain, et ça tu le vois. Et moi, il y a une stat qui m'a choqué, je les ai sous les yeux, ils ont perdu 20 ballons sur le match de nouveau. Ils perdent de nouveau 20 ballons. Donc à un moment donné, ok, tu as 20 ballons perdus, 20 passes décisives, tu as un ratio à 0. Mais la réalité, c'est non, quoi. Tu peux pas perdre 20 ballons en Elite 2. Ouais, c'est... Puis une réussite en Berne, ils sont à 51% à 2 points, ils sont à 31% à 3 points, donc ça va encore. Mais les autres matchs, rappelle-toi, ils étaient à 1 sur 16 le match précédent à 3 points. Je pense qu'il y a une vraie problématique d'identité, et je suis sûr que coach Trumeau et coach Tavano trouveront en fait le nécessaire pour les faire rebondir. Ouais, mais... puis après, en fait, le problème aussi, c'est que dans l'infirmerie, il te manque un peu les energizers, tu vois. Romain Hetzel, c'est un energizer. Ludo, c'est un energizer. À un moment donné, c'est ces mecs-là qui vont te faire défendre fort. Et en fait, quand ils sont en première ligne à défendre sur les meneurs et que tu le vois mettre le cul au sol, toi, t'es derrière, tu te dis, faut que je fasse de même. En fait, tu peux pas, tu peux pas ne pas mettre l'intensité défensive. Et on sait que le jeu de l'ASA, voilà, c'est intensité défensive pour derrière se projeter rapidement. Ce qu'ils ont pas, et ils ont eu du mal sur jeu placé. Honnêtement, ils ont été mis en difficulté sur jeu placé. Ils n'ont pas réussi à trouver de solutions pour marquer des paniers faciles en fait sur le demi-terrain. Bien sûr. Et c'est voilà, trois matchs compliqués qui arrivent en plus pour La Rochelle, Vichy et Quimper. Donc Quimper à l'extérieur. Quimper, c'est vraiment un match primordial à prendre parce que c'est ils sont derrière avec eux au classement.
j'ai pas de doute que Lazare va revenir. Je l'espère en tout cas, vraiment, parce qu'il Oui, le mérite. Il le mérite. Maintenant, on l'a dit, faut pas tergiverser sur les blessures et il faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions. Clairement. Soit internes, soit prendre des pigistes. Mais est-ce qu'ils ont encore des cartes pigistes? C'est ça aussi. Honnêtement, je sais pas. Il faudrait se renseigner, j'ai pas l'info. Mais il faut vraiment. Faut qu'ils trouvent des solutions. Faut qu'il y ait du changement. Clairement. Ok, merci Thib. Merci Fab. On enchaîne sur la LF2. Il n'y avait pas de match du coup. Elle joue Monaco ce samedi à domicile. Donc gros match game, à voir. Gros game, allez-y, à 20h30. 20h au Hall des Sports. Ça vaut le détour parce qu'en face, il y a Julie Tétard. Voilà, c'est un peu l'ovni de ce championnat. On en a déjà parlé. Un beau match, aller soutenir la SIG. On leur souhaite encore une victoire. Totalement. On enchaîne sur la NM1 avec Mulhouse Mustang. Donc on va commencer par le match. On a commenté les deux matchs de la semaine dernière. On va commencer par le 16e de finale de Coupe de France. Contre Saint-Quentin. Grosso modo, les infos sont assez simples. Hein. Un match qui a été maîtrisé jusqu'à 4 minutes de la fin. Avant la dégringolade. Avant la dégringolade. Mulhouse est à plus 17 et ils perdent derrière. Ils prennent un 15-0. Très compliqué. Je pense qu'il y avait vraiment un écart de niveau. La répétition des matchs aussi en NM1 versus la non-répétition des matchs, en tout cas pour Saint-Quentin, ça a usé la fatigue. Alors attention, ils étaient à plus 17. Il faut rappeler aussi qu'ils sont partis avec plus 14. Donc finalement, sur le match, ils sont quand même à plus 3 contre une équipe qui est de niveau au-dessus. C'est ça. Positif. Et ça, faut vraiment pas le enlever. Avec un Marius Chambre de gala. 26 points, 5 sur 8 à 3 points. Il fait le match. Il leur fait papa, maman, le café, l'addition, tout ce que tu veux. Sauf qu'à la fin, c'est lui qui paye. Il se fait pas inviter. Il se fait pas inviter sur le coup là. Pas invité. Mais non, grosse prestation des Mustangs. Le changement de défense, et je vais insister là-dessus maintenant pour le match qui va suivre, mais le changement de défensif qu'a proposé coach Kuhn de passer en zone de Papy 2-1-2 contre Saint-Quentin, a vraiment fonctionné. Et il a gagné des ballons. Du coup, ça m'amène au match suivant qui a eu lieu vendredi où on a commenté tous les deux contre Le Havre, qui était l'affiche en fait de NM1 de ce week-end. Ouais. C'était Le Havre premier, Mustang 4e, avec une victoire du coup de Mulhouse. Donc des Mulhouse Mustang contre Le Havre, qui a réussi en fait à limiter Le Havre à 66 points marqués pour l'une des meilleures attaques de NM1 qui met plus de 85 points 85 points par match, ouais, c'est très solide. Très solide. Très solide. L'alternance défensive et les changements de défense en fait ont vraiment perturbé, Le Havre. Après, Le Havre, il y a des cadres qui sont clairement passés à côté aussi. Ah oui, bien sûr. Et j'en parlais. Mais ils étaient cadenassés à un moment donné. Ah oui, non, tu mais voyais totalement. qu'ils étaient perdus quand ils sont passés en 2-1-2 de nouveau, ou même sur la match-up qu'ils ont fait, ou même la box and one. Hein. À un moment donné, ils étaient perdus. Ils n'arrivaient pas. Ils ont réussi à les faire déjouer. Finalement, du côté du Havre, il n'y a que Thibaut Dessaigne qui sort un peu. Qui sort un beau match avec 18 points, c'est ça. Son épingle du jeu. 18 points, 7 passes, il me semble. Mais voilà, après Mulhouse a très bien fait aussi d'insister, notamment en première mi-temps, sur le secteur intérieur, parce que Le Havre était incapable de défendre un contre un. Tu vois, un Mukuna qui fait un double-double, il a 8 points au bout de 3 minutes de jeu, il fait un chantier. Et il fait un chantier. Et ils ont, pour moi, ils ont très bien joué sur les forces et surtout sur les faiblesses du Havre sur ce match-là. Bien sûr, complètement très clairement. Donc ça a été bien géré. Et félicitations en tout cas à Mulhouse qui allait chercher une grosse victoire, parce que battre Le Havre, c'est pas évident, et battre Le Havre en les laissant à 66 points, je pense que c'est là où est l'exploit. Ouais. C'est encore moins évident. Donc, exactement. Ils ont 2 déplacements qui arrivent pour Mulhouse, des déplacements qui vont être cruciaux aussi. À voir comment ça va se passer. Donc ils vont à Lyonceau mercredi. Et ensuite, ils vont à Saint-Vallier. Après, il y a une trêve aussi. Il y a une trêve, Ils vont à Saint-Vallier après en décembre. Ils ont 15 jours de trêve, Lyonceau qui va pas être un match évident, parce que c'est une équipe avec pas mal de jeunes coachés par... Milieu de tableau, quoi. Ouais. Entre mous. Exactement. Merci, Thib. Merci, Fab. À plus. Allez, on se retrouve sur Full Court Alsace avec Daniel Meyer, coach de Furdenheim de la Nationale 3, pour échanger sur son parcours et le début de saison. Salut, Dani. Salut, Dani. Salut. J'étais pas au courant. Ah bon, t'étais pas au courant du parcours et tout le reste. Ouais, ça va être cool. Attends, tu fais un bon début de saison au final. T'as quoi tu vas te gagner 3 matchs de suite. J'en ai perdu 6 de suite avant. Ouais. Je sais pas si on peut parler d'un positif, tu vois. Quand on sera en positif, oui, peut-être. Mais donc là, tu nous annonces direct à 7-6 en fait. Si on peut le faire, oui. Bon, si on a bien fait 0-6, on peut faire l'inverse. C'était quoi C'était qui nous faisait du... C'était aussi Daniel Pereira qui nous faisait du Guirou. Du Guirou. Tu nous fais du Guirou. Je le maintiens. Tu nous fais du Guirou. Mais j'ai dit depuis le début qu'on voulait se maintenir au plus tôt possible. Donc... Après, là, avec la victoire aussi de Riedisheim sur Nuit Saint-Georges ce week-end, ça doit t'aider. On va revenir dès le départ. Donc là, vous êtes à 3 victoires de suite.
Vous avez joué le VOB cette semaine qui était quand même haut de tableau. Un gros match. Vous gagnez de 4-5 De 4. Ouais, de 4, ouais. Avec un Roman Makoviak à 32 points. D'autres joueurs qui ont apporté énormément, des gros tirs à la fin, dont Alban qui met un gros 3 points, une grosse défense, un gros match défensif où tu as fait des choix aussi défensifs. C'est ce que tu disais en fin de match. Déjà, on va commencer là-dessus. Tu peux nous parler un peu de ton match de samedi ? Du match de samedi, donc on commence, on va dire, on avait fait le choix d'aller en Indiv Street sur Arnaud, parce qu'on voulait absolument, on voulait absolument le limiter, parce que, on va dire, sur les derniers matchs, il est à la main. Et Arnaud à la main, on va dire, sur le scoring, il est dangereux, et sur la création, avec le QI basket qu'il a. Et nous, l'objectif, c'était de le limiter au niveau scoring. Et, niveau scoring, on n'y est pas arrivé. Il a marqué 25 points. Ouais, quand même. Sur le premier carton, on l'a limité, mais à partir du moment où il était lancé au deuxième carton, sur des retards, sur les hand-offs, sur les écrans non porteurs, il a besoin de 1-2 secondes. Et il te fait payer direct. Tu payes. Je pense qu'il a eu très peu de tirs ouverts, mais il a un gros pourcentage sur les tirs qu'il a eu. Et du coup, donc, comme on l'a limité, on va dire, sur le premier carton, ça nous a permis de prendre, on va dire, 12 points d'avance à un moment, sur le premier carton. Mais vu que le VOS, on va dire, est quand même une armada offensive, c'est pas Imhoff, c'est Com. Ouais, c'est Com. C'est Bourg-Blanc qui, à un moment aussi, se lance. Et ils reviennent à moins 4. Et donc, au deuxième quart, Arnaud déclenche. Et là, ils prennent, à un moment, je pense, 6 points d'avance. On revient à 2 points, 39-47. Troisième carton, on décide d'être beaucoup plus agressif en défense. Donc, on step assez fort sur tous les écrans. Et ça nous permet de prendre de nouveau 7-8 points d'avance. Qu'on gère un peu, on est un peu dans cette gestion avec Roman qui est dans un bon jour, Aubin aussi, qui, en fait, dans le secteur intérieur, on les a vraiment dominés. On est arrivé à ressortir les ballons aussi pour des tirs, mais on va dire ce talent offensif qu'ils ont, à un moment c'est Cissé qui met 2-3 points. Ouais, si c'en est pas un, c'est l'autre en fait. Ouais, si c'en est pas un, c'est l'autre. Et t'as toujours quelqu'un qui sort du lot chez eux. Donc nous, ils reviennent, 2 possessions, et puis le jeu des fautes et des lancers. Et donc on était un peu maladroit sur les lancers. On aurait pu, on va dire, mettre à l'abri le match plus tôt, mais à louper les lancers. Et donc eux, un 3 points en transition, ils reviennent à 1 point. On a 2 lancers, et c'est là où Alban, donc avec toute son expérience et son calme, il a assuré un peu la fin de match. Il a 4 sur 4 lancés, ça un peu... Si on revient un peu là sur... moi j'ai vu certains de tes matchs, et si on revient sur le début de saison, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, mais il y a vraiment un point qui m'a choqué, on a déjà échangé sur ce point-là en dehors, hors caméra, mais c'est à un moment donné, milieu de deuxième, vous avez toujours un down, où vous êtes toujours devant, vous êtes à plus 5, plus 10, peu importe, et en fait, à ce moment-là, je sais pas, il y a un down et l'adversaire repasse devant. Est-ce que tu l'as revécu ce week-end ? Comment ça s'est passé sur les autres matchs ? On va dire depuis 3 matchs, on est beaucoup plus stable là-dessus. Depuis même, je pense, All Nuit, on commence juste mal le match, mais on est de plus en plus stable. On sent qu'il y a une stabilité dans l'effectif. Le seul problème, c'est que oui, quand on a 12 points d'avance, on n'est pas capable de step up de step up. Et puis on se repose, match, parce qu'on n'est pas de base une équipe qui met une intensité défensive par la culture, on va dire, à Furde. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, d'être stable, de pouvoir, quand on a 12 points, donc de garder l'adversaire. Et ne pas se relâcher en défense. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on l'a fait aussi contre Saint-André, où on a 8 points d'avance à 3 minutes. Et on relâche. Et du coup, l'adversaire, lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre, au VOS, s'ils n'ont plus rien à perdre au niveau des 3 points, s'ils sont ouverts, ça va rentrer. Ça rentre, Et je pense qu'on a pris 3 points dans les 2 dernières minutes. Et Saint-André, c'était pareil aussi. On avait 8 points et on prend 3 points de suite. C'est un peu ça. On relâche un peu trop vite. Mais on va dire qu'on progresse. Ça se voit. Vous êtes à 3 victoires de suite maintenant, vous étiez à 0-6. Qu'est-ce qui explique aussi ce switch à un moment donné de te dire t'es à 0-6, maintenant t'es à 3-0. C'est pas anodin. Je pense qu'il y a eu un déclic aussi mental, peut-être des adaptations
Au niveau offensif, défensif, au niveau de l'effectif, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je pense que les joueurs adhèrent maintenant aussi un peu. Il faut pas oublier que moi, j'arrive après Julien Bouteville. Ouais. Merci Julien pour Tout ce qu'il a fait. cet héritage. Pour l'héritage. On va dire, Le lourd héritage. Lourd héritage parce qu'il a fait du bon boulot. Et on va dire que certains joueurs qui étaient déjà à Fürth, quand tu arrives à Fürth, tu sens que cette ère, Julien, qui était vraiment une ère très prospère basketball parlant pour Fürth, est resté un peu dans la tête. Sauf que tu n'as plus le même matériel, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Il y avait des joueurs comme Deal, il y a Noé qui est maintenant. Donc il y avait Sauter, il y avait on va dire des grands noms de basket alsacien qui étaient. Et ils avaient aussi un style de jeu qui était très offensif. Et moi, je suis plus connu pour avoir une approche d'abord défensive du jeu. Donc, tu arrives avec un autre style de jeu, une nouvelle approche. Forcément, même en prépa, on arrivait à se retrouver. Et puis, ça a commencé à un moment. Tu perds 1-2 matchs. Et puis, donc, c'est déjà plus dur. On va dire, c'est plus facile de demander à des joueurs d'attaquer que de défendre. Et je l'ai déjà dit, en fait, Fürth était basé sur l'attaque, faisait vivre la défense. J'ai dit, aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, il faut qu'on soit d'abord solide défensivement et notre attaque, on va nourrir notre attaque de notre défense. Donc, j'ai eu du mal à le mettre en place, on va dire. Et puis, un peu un jeu aussi de partage de ballon. Parce que Fürth, il y avait des cadres qui avaient, on va dire, leur temps de jeu. Ils avaient un nombre de tirs qui était un peu prédéfini. C'était un fonctionnement qui était un peu différent. Et moi, j'arrive avec un style de jeu où je veux qu'on bouge le ballon. Je veux qu'on trouve plutôt des tirs ouverts. Donc, ça ne va pas forcément être le joueur qui veut prendre le tir. Pour moi, c'est plus... donc, il fallait aussi mettre ça en place. On a changé la transition, on a changé les systèmes. Et c'était dur à mettre en place. Mais justement, là, vas-y, je t'en prie. Ce qui a aussi, et je tiens à les remercier, c'est ce qui a changé la donne aussi, ce sont les dirigeants. Parce que j'ai vraiment, on va dire, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, c'est lourd à porter. Et quand tu es coach, tu le sens un peu. Tu sens de l'extérieur, les critiques arrivent, même de l'intérieur. Les gens y croient moins. Et la chance que j'ai eue, c'est que les dirigeants, Marc, qui m'a toujours appelé après, on a toujours échangé après les matchs, il m'a toujours dit, nous on croit en toi, continue à bosser. Et surtout Patrick aussi, le directeur sportif, on a eu des discussions avant la saison, pendant, et on se voit une fois par mois. Et il m'a toujours, on va dire, j'ai toujours senti son soutien. Et je pense que quand tu es entraîneur, c'est très important c'est primordial, d'avoir tes dirigeants qui te font confiance, surtout dans ces moments-là, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça te permet aussi de rester serein. Et moi, Patrick m'a dit une chose, parce que forcément, on a déjà échangé aussi, et tu parles avec les autres coachs, et puis on te suggère, mais peut-être qu'il faut changer ça, et tu connais mieux, on va dire, l'effectif et je me dis, en changeant ça, est-ce que ça va forcément emmener quelque chose, ou dans les médias, ou plutôt aller en long terme? Et le discours avec Patrick, c'était de dire, reste dans ce que tu veux faire, ça va payer parce que vous bossez, et il vaut mieux que tu meurs avec tes convictions parce qu'il m'a dit, la saison dernière, ils avaient vécu un truc où ils sont adaptés, et finalement, ça a juste donné 2 matchs, et puis après, donc c'était de dire qu'on va dans une forme de continuité, et le fait d'avoir cette confiance te rassure aussi dans ton travail. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, d'avoir ces dirigeants, ce soutien-là. Il permet aussi de bosser de manière libre un peu. Okay. Mais tu parlais tout à l'heure des cadres, et du coup, toi, tu as fait un choix aussi fort, et on le voit sur les matchs, c'est que tu as intégré des jeunes. Du coup, tu as pris beaucoup de jeunes, que tu as fait monter, que tu as fait jouer. Comment s'est passée l'intégration au final ? C'est toujours compliqué, ça. On le sait, t'es coach. On imagine. C'est que dans ce type de club, il y a une hiérarchie qui est souvent déjà en place. Et quand je suis arrivé, certains étaient réticents parce qu'ils ont cette image de moi. Je suis un coach de jeunes. Et forcément, certains commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va en devenir? On veut pas jouer comme Paris Basket, on veut pas faire ça, on veut pas. Donc forcément, les joueurs, ils ont
ils ont leurs envies, mais moi, on m'a confié une mission aussi de former des joueurs. Et à Furde, il y a des jeunes qui ont du talent. Maintenant, est-ce qu'ils ont déjà le niveau à N3 ? Peut-être pas, mais je veux dire, le talent, ils l'ont pour avoir quelques minutes. Attends, t'as des jeunes comme Baptiste qui t'a fait des gros matchs. C'était quoi la semaine dernière? Il y a 3 semaines, il y a 3 matchs. C'est ça, Baptiste, il y a Nathan, il y a Timéo, on va dire, il y a des bons jeunes, même en équipe 2. Mais le problème, c'est leur donner un peu cet espace pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que moi je dis toujours, tu ne deviens pas du jour au lendemain un joueur de N3. Même si tu as le talent pour jouer à N3, tu commences avec 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Et moi je l'ai souvent assez bien vécu. J'ai l'exemple au Voz où j'avais Romain Ballier, qui au début, personne n'y croyait ou un truc comme ça. Et puis en fin de saison, c'est le meilleur titulaire. Et qui passe de 5, 10, 15... Et c'est un process. Il faut accepter aussi qu'ils vont faire des erreurs, qu'ils vont perdre des ballons bêtement. En début de saison, on perdait jusqu'à 26 ballons par match. Et c'est cette mise en place qui met de temps. Donc il y avait ce changement. Et c'était, pour revenir à Baptiste, il y avait aussi ce switch à trouver dans l'effectif, de dire on a besoin de quoi aujourd'hui ? On a besoin de jouer vite parce qu'on a des intérieurs comme Romec, comme Aubin, qui sont très mobiles. Romec qui me surprend à chaque fois en transition, la vitesse à laquelle il arrive au poste bas. Et quand il a un meneur qui peut lui donner cette balle, on va dire c'est quelques points rapides qui font mal à l'adversaire. Et on peut le fixer très vite. Et donc on avait besoin de ça. Et puis après, on a cette chance d'avoir Alban aujourd'hui qui est dans ces moments difficiles dans la gestion. On l'a vu contre Saint-André. Quand c'était compliqué, nous on sait aujourd'hui comme staff que pour Baptiste ça va être difficile. Et Alban, il amène son expérience et c'est là où le match joue aussi sur demi-terrain. Et Baptiste, il apprend. Et c'est le but aussi de dire, on a tous les profils un peu. Ouais, c'est bien d'avoir de l'expérience qui puisse arriver sur le terrain. Et puis d'avoir des mecs comme Maël qui ont aussi qui ont besoin de cette légèreté sur les tirs ouverts parce que ça court un peu. Ils ont un peu le temps qu'on puisse sur l'extra-passe trouver du rythme. On a beaucoup de joueurs ou des shooters qui ont besoin de rythme. Et je trouvais qu'on était trop posé au début. Et même un joueur comme Flo, qui est un joueur de transition et qui est plus adroit lorsqu'il reçoit la balle quand il court. Donc c'était et c'est arrivé à vendre aussi ça, parce que on a beau avoir, on va dire, nos idées, mais derrière le projet, il faut le vendre à l'équipe. Et c'est ce qui se passe maintenant. Je trouve qu'ils adhèrent peut-être un peu plus à la philosophie. C'est ça. Donc la saison est lancée. On espère. Merci en tout cas, Dany. Merci beaucoup. Merci, Dany. Merci. Puis bonne continuation. Merci. Allez, à plus. À bientôt. Ciao. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace pour les chroniques d'Elsa. Salut Elsa. Salut Elsa. Salut les gars. La forme ? Bien. Bien, bien. T'as gagné ? J'ai pas gagné, mais ça va quand même. Ah, c'est bien ça. On aime bien ça. Tib, comment ça va ? Moi, ça va. Hein. T'as Toujours, gagné ? hein. Toujours, moi, ça va. Toujours, moi, ça va. ouais. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Elsa ? J'ai préparé des petites victoires là, chez les filles. Marie-Paul Daly qui nous fait un bon tournoi en Espagne. Un match contre l'Italie, un match contre l'Espagne, du coup. Ouais. Rassemblement de l'équipe de France, c'est ça. Voilà, équipe de France. Elle gagne les 2 matchs, du coup. Et Marie-Paul Daly fait un très très bon match. Contre l'Italie, elle met 10 points. Okay. Et contre l'Espagne, elle en met 8. Et elle finit 5e meilleure joueuse de l'équipe de France. En termes d'éval. Ouais, elles ont gagné l'Italie, elles ont gagné l'Espagne aussi. Ouais. Des matchs serrés a priori, mais ça fait du bien pour la confiance. Ouais, un petit tournoi international comme ça, c'est bien. Puis il y a les fenêtres internationales, les fenêtres de qualif qui arrivent bientôt. En plus, donc, ouais. Non, elle était très intéressante sur ce tournoi. MP, chouette pour elle. Ouais. Rouleau compresseur. Yes, comme d'hab. Son petit surnom. C'est son surnom. On passe sur Pauline Littard. Par contre, Saint-Amand était exempt ce week-end, donc pas de stats. Voilà. Pas de stats. Du coup, je vous ai préparé une petite nouvelle. Marine Dursus. Donc, jeune joueuse qui vient de la SIG et qui joue à Angers, du coup en Wonder League. Elle fait un très très gros match en Eurocup début novembre. Là, elle met 21 points, 2 passes décisives et 4 rebonds. Lourd. Elle fait en 22 minutes, 20 dévals. C'est une grosse joueuse qui va péter dans... C'est une jeune C'est une jeune, elle a 20 ans. Qui a déjà beaucoup de responsabilités en vrai. C'est chouette de la voir directement en fait prendre
un rôle comme ça et autant d'importance dans son... Ouais, surtout sur un effectif comme Angers et puis en Wonder League. Tu joues une Eurocup derrière, tu portes quelque chose, quoi. C'est carrément. pas... totalement. Contre Toulouse, elle nous a fait 23 dévals, 13 points, 4 rebonds, 6 passes D, aussi en 22 minutes. Propre. Donc vraiment, félicitations à elle. Félicitations à Marine Dursus. On va contacter Marine pour la féliciter. Elle regardera peut-être. J'enchaîne avec les garçons. Donc Nicolas Lang, 4 défaites de suite avec Limoges. C'est dur. Il a joué Il a joué. Il a fait suspendu avec sa disqualifiante de la semaine dernière. Non. 34 minutes. Il a joué, voilà. Ouais, 11 dévals, 12 points, 3 rebonds. Ouais, 3 passes décisives. Pas un super match. Après, c'était une grosse adversité aussi en face. Donc pas évident. Et Limoges, eux aussi, ils sont dans le dur avec les blessés. Donc, à un moment donné, c'est plus facile à scouter quand t'es l'équipe adverse de dire tu défends sur Nicolas Lang plutôt que de dire tu défends sur Nicolas Lang, sur un tel. Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. À un moment donné... Pas la même chose, quoi. Bon, Hugo Invernizzi, c'est un match un peu plus compliqué. Il met que 2 points en 29 minutes. 2 rebonds, 2 passes décisives. Par contre, il reste très important. Sinon, il n'aurait pas ce temps de jeu-là. Ouais, après, Hugo, c'est... dans le jeu, il a cette intelligence aussi. Il apporte énormément. Donc, Hugo, c'est aussi un travailleur de l'ombre. Faut surtout que Limoges maintenant sorte un peu la tête de l'eau. La tête de l'eau. Je pense que la trêve internationale va leur faire du bien. Déjà, pour qu'ils retrouvent des blessés. Et ensuite, Nico, d'ailleurs, qui va en équipe de France. Ouais. Nico qui va rejoindre le rassemblement de l'équipe de France la semaine prochaine, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Je réfléchis à pas de championnat masculin la semaine prochaine. Non. Alors, pour Franck Nilikina, on n'a pas de stats pour ces 2 derniers matchs parce qu'il n'a pas joué. Pas joué, je crois qu'il est un petit peu épinfique. Ouais. On passe sur Axel Toupane, 2 défaites, une en Eurocup, une en Ligue portugaise. C'est dommage parce qu'il fait un très bon match en Ligue portugaise. Donc il fait 16 points. Non, pardon, en Eurocup. Il met 16 points, 6 rebonds et 3 passes D, 17 dévals. Voilà. Et un peu moins d'impact sur son match en Ligue, mais il reste intéressant avec 7 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Okay. C'est un bon joueur. Après, fin de carrière, il est bien. Il est bien, je pense qu'il est un peu au soleil, il est tranquille. Après, ça lui change, Mexique, Portugal. Il joue quand même une Coupe d'Europe, tu vois. C'est intéressant. Ça, c'est pas, faut pas lui enlever. En tout pas cas, négligeable. Carrément, il commence aussi à trouver un peu son rythme parce que je pense qu'au début, c'est compliqué de s'adapter aussi un peu à ce championnat. Alors, l'Eurocup, l'Eurocup, on va dire, c'est dans les standards de jeu qu'il a toujours un peu connu. Ouais. Tu vois, de ce jeu vraiment très, très basket et très intelligent finalement. Et la Ligue portugaise, je pense que ça défend différemment. Et lui, on sait que c'est un joueur très athlétique aussi, donc c'est pas forcément très évident à jouer dans ce championnat pour lui. Donc il commence vraiment à prendre ses marques et c'est cool. Ouais. C'est cool de le revoir, surtout pas dans un championnat trop exotique. Mexique. Ouais, voilà, par exemple. Bon, là, c'est Thibaut qui va être content. Clément Frisch, il a mis quelques points en Euroleague, il a mis 5 points en 5 minutes de jeu. Il a joué déjà. C'est déjà ça. Bien sûr que je suis content pour lui. Je serais encore plus content s'il jouait plus. Mais oui. Clément, on pense à toi. On sait que tu nous regardes. Promis, on pense à toi. Toutes les semaines. Et puis, moi, et Thib, il a toujours pas appelé le coach. Donc, si tu dois râler, t'appelles Thib et tu râles avec Thib. Non, moi, j'appellerai le président directement. Non, mais... Toutes les semaines, on fait la même. C'est déjà pas mal. Voilà, on sait qu'il a un impact. Il des minutes. Après, voilà, c'est... Connaissant Clément, il va pas se laisser, il va pas se laisser abattre comme ça. C'est un guerrier, c'est un travailleur. Maintenant, il sait qu'il est aussi en année d'apprentissage. C'est sa première année en Euroleague. Faut pas oublier qu'il est très jeune. Faut aussi tempérer. On serait tous ravis de le voir jouer 20 minutes parce que je pense qu'il a la capacité de jouer 20 minutes déjà en Euroleague maintenant. Mais non, faut pas oublier que il y a du temps, c'est de l'apprentissage. Bien sûr. Et voilà. Puis quand tu discutes avec lui, il est serein. Quand tu discutes avec lui, il te le dit, il est serein, il est là pour bosser, il va continuer de bosser, il se pose pas de questions, il travaille. Et puis après, quand tu vois les joueurs qui sont avec lui, il apprend. Et c'est génial, c'est une expérience de fou. C'est la mentalité qu'il doit avoir. Dans tous les sens. Donc là, c'est aussi. Rien que sur la volumétrie, déjà. C'est aussi une éponge. Sur la volumétrie, c'est fou, entre la volumétrie des matchs, la volumétrie des entraînements. Il disait tout et plus. Tout et plus. Donc, clair. Ravi. Espérons que le prochain match, il joue plus. J'espère. Comme tout et plus. On enchaîne avec Léo Westermann qui fait un super match en Ligue 2 espagnole. 5 victoires d'affilée, Donc, il finit avec 23 dévals en 21 minutes de jeu, 16 points, 5 rebonds, 3 passes décisives.
c'est un joueur très important pour son équipe. Ah oui, très complet. Il a été recruté pour ça aussi. Ouais. Et, voilà, Obradoiro qui montre aussi finalement ce qu'ils veulent chercher à la fin de la saison, c'est-à-dire potentiellement remonter en première division. Ouais. Donc là, ils ont mal démarré, mais ils sont sur leur lancée avec 5 victoires de suite. Ils ont fait les recrutements pour avec Léo. Donc, et en tout cas, Léo n'est pas anodin dans ces 5 victoires. Quoi. Clair. Ouais. Anthony Labanca, défaite contre Paris. C'est dommage parce qu'il est bien présent sur le match quand même. Il met ses tirs importants. Voilà, après, la défaite. Il leur fait mal en première mi-temps surtout. Ouais, défaite qui a fait polémique aussi du côté de Frédéric Fotoux, qui a pas trop aimé les attitudes parisiennes, voilà. Ouais. Mais non, après il a des cadres aussi qui sont un peu passés à côté. Qui a été un peu compliqué dans ses attitudes sur ce match-là. Hein. Bah c'est ça, du coup, ça va faire la bascule, je pense, avec Nadir. Avec Nadir Rifi. Après, voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire forcément hein. Il met ses points, 19 points. Il fait un bon match. C'est le go-to-guy parisien actuellement. Donc voilà. Après, ça a été le go-to-guy aussi de Holsheim hier à Lazare apparemment. Mais, ouais, il est venu voir ses amis. Ses copains, je suis pas sûr qu'il ait vu grand-chose du match parce qu'il y avait Monaco qui jouait en même temps. Mais... Regardez Mike James qui pétait un plomb. Peut-être. En tout cas, il était là. Il était à Strasbourg. Donc, non, mais il a fait son match. Et, il a fait. J'ai vu des résumés de match. T'as pas grand-chose à dire. Après, l'attitude est un peu. Voilà, mais bon match. C'est Paris. Hein. J'allais te dire, Paris, je suis pas sûr qu'il soit très apprécié de grand monde. Tout comme leur communication sur les réseaux, ça plaît ou ça plaît pas. C'est ça, après, ça fait partie du jeu du club. Quoi, donc. C'est le jeu. Mais en tout cas, la communication de Paris qui a bien su réagir à Frédéric Fotoux, ça a bien fait marrer sur les réseaux. Allez, je finis avec Johan Béringer en NBA. Un peu inquiétant, hein. Il joue vraiment pas beaucoup. Ouais. Dernier match, il a joué presque moins d'une minute, quoi. Pas mis de points, ouais. À voir pour la suite. Il le sait, de toute façon, comme on l'a dit, c'est un jeune joueur, peu d'expérience, etc. Oui. Donc à voir quoi. Mais il y en a plein d'autres des Français comme lui cette saison qui jouent pas et qui rongent leur frein un peu sur le côté. Pour les Français, pas trop jouer. Après, j'espère juste qu'il fait pas une Kylian Hayes à vouloir persister en NBA sans jamais jouer. Faire de la G-League, au final, même pas jouer en G-League. Franchement, à un moment donné, s'il doit rentrer, il rentrera. Je pense. Ouais, sur les premières années, voilà, même s'il joue pas beaucoup. Il y a des clubs en Alsace qui le voudront. Peut-être quoi prendre. Même en Euroleague. En Alsace sûrement. Après, ils l'ont lâché. Donc, je vais te dire, pas sûr qu'il en Merci les lois NIL. Derrière. Donc, on croise les doigts pour lui que ça aille un peu mieux. Et bravo à nos Alsaciens. Carrément. Et merci Elsa. Merci pour tout. Merci Elsa. Merci pour ta chronique. Les chroniques d'Elsa. Allez, à plus. Salut. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace pour débriefer les championnats nationaux et on va directement commencer avec les filles et Manu pour la Nationale 1. Et d'abord, salut Manu, salut Lio. Bonsoir salut Manu, bonsoir Lionel. Salut les gars. Comment ça va ? Super. Bien. Lio, t'as pas de micro, t'as pas le droit de parler. Ouais, c'est vrai. T'es blessé de toute façon. De Manu. Il faut discuter. Et puis t'es blessé de toute façon, donc je peux pas te demander si t'as gagné ou si t'as perdu. Toi, t'étais exempt. Moi, j'étais exempt. Profiter d'un petit week-end off, c'est bien. C'est ça. C'était sympa. Pas mal de petits jeux avec mes enfants, c'était cool. Nickel. Allez, on enchaîne sur la NF1 avec un match au programme CSL Dijonais BCNA et une défaite surprise de BCNA. Défaite surprise de David en terre de Côte d'Or. Donc il a perdu contre Dijon, il perd de 2. Le match était vraiment en main, en tout cas pour eux. Mais par contre, dans le dernier quart, ils prennent un 23-9. Qui coûte très très cher, avec une Enola Ongoli qui était anciennement au centre de formation de Montpellier, qui est maintenant à Dijon, qui n'a pas beaucoup joué en début de saison parce qu'elle était blessée, et là qui fait vraiment un gros match, je crois qu'elle met 21 points ou 23 points. Ouais. Et défaite de 2 points pour les joueuses de David. Ouais. Ça relance un peu ça relance même tout le championnat, parce que là, pour le coup, le premier, c'est plus BCNA, c'est Bordeaux, maintenant, qui se retrouve à la tête du classement. Donc avec Bordeaux, BCNA et puis nous. Ouais, donc Bordeaux à 6-2, BCNA à 6-1 et vous à 5-2. C'est ça. Donc, Bordeaux qui a un match d'avance d'ailleurs. C'est ça. Je viens de voir ça. Ouais. Donc, David et nous, on avait un match, un week-end exempt. Ouais, Bordeaux l'a pas encore eu. Ok. Ouais, donc il y aura des choses à faire. C'est ça, et donc le week-end prochain, on se retrouve encore une fois. En coupe. Match de Coupe de France, ouais. C'est ça, le 22. Ça va être sympa. Ça peut apporter des points déjà.
Ou c'est pas encore pas celui-ci. ce tour-là C'est sur les prochains tours. Ouais, donc on réexplique, hein, vous pouvez prendre 1 point en championnat si vous passez les tours de Coupe de France chez les filles. Donc important en fait, la Coupe de France. C'est un point de règlement en tout cas qui existe avec cette coupe. Ce qui t'oblige à jouer la coupe à fond finalement, quand t'as des ambitions. Après, quand tu joues la coupe, tu la joues aussi pour tout ce qui, enfin tout le décorum qui est autour. Bien sûr. Quoi. Je veux dire, finir à Bercy. Mais ouais, sûr. Mais ça aussi. tu prends un point au championnat. Bercy, c'était il y a des années. Oui, pardon, excuse-moi. Je suis encore dans les années 2000. C'est pas grave à Bercy, mais en plus tu prendras encore un point au championnat, ce qui va être, ce qui sera hyper important. Encore faudrait-il passer ces tours. Exactement. Donc prochain match de BCNA le 29-11 contre Poissonnet. C'est ça. Et Gaispo, vous allez à Martigues. On va à Martigues, ouais. On enchaîne sur la NF2 avec l'ASA qui perd de 6. Qui perd de 6 contre Bourges, contre les Espoirs de Bourges. Et défaite un peu rageante et frustrante pour Mathieu, qui avait vraiment le match en main. Hein. Ouais, il était devant. Il est devant tout le temps, en fait. Et il craque dans le dernier quart, où là, pour le coup, voilà, les jeunes pousses mettre des tirs, défendre un peu plus dur. Lui, il manque de rotation. Clara se blesse un petit peu avant la mi-temps à la cheville. Ça aide pas. Alors que Clara, elle était déjà à 16 points en première mi-temps. Ah oui, ok. Ouais. Donc tu perds Clara, tu perds voilà, Elle a la pu joueuse jouer en tout cas sur le coup il fallait mettre des points. Elle a joué je crois le début du 3e et puis après elle est Okay. sortie. Donc c'est un peu là-dessus où il peine. De la Hogue à 15, Clara à 16, Ouais, Léa c'est ça. du coup à Léa Rim à 8. Léa Rim à 8 et Léa Holtzmann, si je dis pas 9. de bêtises, elle met 9 points. Ouais. C'est ça. Ouais, donc voilà, match Donc, c'est un compliqué. petit peu dommage, mais bon après, au dire de Mathieu, c'était quand même un bon match. très bon match. Il est satisfait en tout cas de la prestation de ses joueuses. Il a fait avec ses moyens. Il savait que ça allait être un match assez compliqué. Ouais, on l'avait dit, hein, de toute façon, contre les équipe Espoirs de complète, Bourges, oui. etc. Donc, clair. On enchaîne sur Sig-Templeuve avec une victoire de la Et SIG. victoire de la 9 SIG, points. exactement. Ouais, donc, Un match à prendre. Hein. Ça aussi, elle fait du bien. Ouais, c'est ça. La Ouais, semaine faut la passée, prendre, je disais celle-là. que Alain avait mis 3 matchs là, il partait en mode commando là. Et là, pour le coup, il a enclenché en tout cas. Il y a un premier qui a été coché. C'est ça, un c'est premier bon. coché. L'objectif était vraiment la victoire. Il a vraiment mis un gros focus avec ses joueuses là-dessus. Il a profité, entre guillemets, du match, du week-end exempt des ligues. Et il y a Maëlys qui a joué avec eux. Il leur manquait un vrai point de fixation en raquette. Et de toute façon, c'est ce qu'il dit depuis le début de saison. Il peine vraiment, en tout cas, sur ce poste-là. Maëlys a fait le taf. Voilà, c'est la meilleure scoreuse du match, hein, je crois. Elle est à 16 points. Et derrière ça, c'est plus facile quand tu as un vrai point de fixation, surtout quand tu joues contre 35 minutes de zone. Voilà, si tu mets pas la balle dedans, pour trouver des situations de tir, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est sûr. Du coup, la SIG qui va à Charleville et à Nancy après. C'est ça. Donc, Il est parti sur son petit road trip de victoire. Enfin, je lui souhaite en tout cas. Mulhouse qui est off et Mulhouse qui est toujours dernière au classement. C'est ça. 0-7. Et Mulhouse qui va jouer dans 2 semaines à Weiersheim. À Weiersheim, ouais. Un match ô combien important pour Mulhouse. Et très important pour Weiersheim. Et pour Weiersheim aussi. Pour s'ils pouvoir veulent jouer au tableau. Pour Weiersheim, il ne faut pas se rater. Et pour Mulhouse non plus. Et pour Mulhouse, il ne faut pas se rater non plus. Ouais, ça devient compliqué Mulhouse, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, on va voir ce que ça va proposer maintenant. On passe sur la NF3 avec premier match à Dijon, BCNA, avec une nouvelle victoire de BCNA de 7 points, 46-59. Nouvelle victoire, ouais. Et très solide. Hein. Ouais. Match pas facile pour Étienne, parce que c'est quand même une équipe qui joue, hein, en tout cas à Dijon. Sauf que derrière ça, Étienne, il a réussi à pouvoir enclencher en tout cas une sorte de mode agressif sur ce match. Et c'est là-dessus que ça passe. Il y a quelques petites erreurs aussi qu'il commettent sur la zone presse et la zone que DA Dijon propose, mais derrière ça, il arrive quand même à trouver des solutions. Et il a plus 10 à la mi-temps. Derrière moi, collectivement, ça tourne. Hein. Donc pour lui, en tout cas, c'est un match qu'il a vraiment pris plaisir à prendre parce qu'il y a peu d'équipes qui, je pense, qui vont les gagner là-bas. En tout cas, au niveau de son championnat à lui, à savoir le milieu de tableau, là, donc c'est bien pour lui. C'est un vrai poil à gratter, le BCNA, finalement. Ouais, mais c'est bien parce qu'il fait déjouer des équipes et en même temps, lui, je pense qu'il essaie de sauver aussi. Hein. Il est à 5-3 maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 5-3, il est 4ème. Ouais, c'est ça. Donc il est bien, il est bien placé. Maintenant, voilà. Il est en avance hein, sur les potentiels descentes, de toute façon. Après, il reçoit Bervillers aussi. Donc, ça va être un gros match aussi. On va rebasculer sur Bervillers avec une victoire de Bervillers contre BNS, 49-45, donc duel orinois. Ouais, un derby, mais avec une vraie odeur de derby, en plus, surtout dans le Haut-Rhin. Derby orinois comme on aime. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de tension, de la maladresse, de l'intensité défensive. C'est le premier gros derby où, depuis le décès de Jay aussi, donc je pense que Bervillers avait vraiment à cœur de vraiment gagner ce match.
Elles sont un petit peu dans la difficulté, parce que Laurent propose pas mal de situations défensives aussi, un 3-1, de la zone presse. Ça les met un petit peu en difficulté. Elles sont derrière à la pause. Mais après, petit à petit, la Grinta bervilloise, je sais pas si on me dit comme ça, mais je pense que c'est ça. Non, pas du temps, bervilloise. Et donc, mais un petit peu plus d'agressivité et c'est ça qui fait passer le match. Donc, félicitations à Lucie. Ouais. Par contre, un peu plus délicat quand même pour Laurent, qui n'a qu'une seule victoire depuis le début du championnat. Quoi. Ouais, c'est ça. Point classement, avant de basculer sur le haut de tableau. Duchirain premier, donc dans cet ordre-là, très important à noter. 3e Champagnole, du coup. 4e BCNA, ce qui est un peu plus surprenant. 7e, 8e, 9e Bervillers, Gaispo, Wittenheim. Et du coup, BNS, tout en bas. Ouais. Tout en bas. On enchaîne sur Bourg-en-Bresse-Dut avec une victoire un peu poussive de Dut 59-67. Victoire poussive, mais victoire quand même assez maîtrisée dans l'ensemble. Devant tout le temps. Et puis, comme dit, Debiès, qui est la super joueuse de l'équipe de Bourg-en-Bresse, est tenue à 11 points. Okay. Donc job c'est une fille qui score quand même autour de la vingtaine. Et en fait, dans le jeu, si tu veux, elle score 40 points. Okay. Et elle met 19 points au lancer franc. Donc, on va dire que son match, en tout cas, il était quand même fait. Il fait quelques petites erreurs, justement, qui les poussent, justement, l'équipe adverse au lancer franc. Mais sinon, maîtrisé. T'as Sophie à 20 points. Après, t'as Laurine, Oriane et Mathilde, qui, elles, sont à 10 points. Donc, voilà. Ouais, t'as 50 points de marqués sur 67 déjà. Bien répartie. C'est ça, la marque est bien répartie. Et du coup, Dut qui reçoit Gaispo. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Pas de championnat, c'est trêve. Non, elles sont. Nous, en tout cas, on joue la coupe, donc je pense que c'est un week-end de coupe. Ouais. On enchaîne sur le match de NF3 Gaispo Shirain avec une défaite de Shirain 83-76, comme annoncé par notre ami Thibaut Auster. Exactement. Donc on a dit annoncé contre double. Défaite annoncée contre double. Oui, défaite de Shirain, un peu diminuée. Parce qu'il n'y avait pas l'évêque non plus. Deux joueuses qui n'ont pas joué côté Shirain. Dont l'évêque, qui est quand même une grosse joueuse de ce groupe, qui n'a pas joué. Par contre, Gaispo, qui est renforcé par Merveille et Romane, qui a L2 met 40 points. Et Beyer qui met le reste. Et Beyer qui met 23 points sur le match. Et là, pour le coup, c'est un peu le factor X, parce que elle était plutôt connue dans sa jeunesse à être sur ces hauts scoring-là. Là, pour le coup, je pense qu'elle a vraiment apporté. Je pense qu'elle a été libérée et déchargée aussi avec la présence de Merveille et Romane. Quand tu as une fille dans la raquette qui te met une vingtaine de points et que tu as un poste 1 qui peut défendre fort et mettre des points aussi, bien sûr, tu te sens un peu plus libéré quand tu joues sur le poste ailier. Donc, c'est clair. C'est clair. Ça peut être frustrant, je pense, du côté de Shirain aussi. Après, c'est la dure loi et c'est le jeu de pouvoir faire descendre des joueuses. C'est comme ça et c'est normal, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, comme dit, la prestation de Shirain n'est pas déméritée. Catherine, elle était au four et au moulin sur le match. Elle avait 24 points, par contre, en termes d'agressivité. Et je pense qu'elle avait aussi à cœur de retrouver un peu le parquet de Gaispo qu'elle avait tant connu sur les années passées. Donc oui, elle, en tout cas, elle avait vraiment à cœur. Kirienko est bien tenu par Merveille. Elle met que 10. Et après, par contre, Bruder, sur le tir à 3 points, elle met 12 points, mais elle en met 4. Quoi. Donc, ouais. Je souhaite en tout cas à Gaispo de rester sur cette continuité, de pouvoir justement maintenir ça. Bon, après, comme dit, elles vont à Dut, donc Dut, ça va être très délicat aussi. C'est un match que Derrick va chercher. Bien sûr, il en a besoin, Derrick. Il en a besoin. Donc, c'est pareil, il faudra voir si Gaï s'est renforcé ou pas, comme contre Shirain. Ça sera à voir au niveau du directoire du club. Et sinon, plus compliqué, vous êtes en déplacement à Martigues à un moment donné. C'est ça. Jet privé. Empreinte carbone d'abord. Pardon. Empreinte et carbone. Shirain va à Dijon. Ouais. Et c'est un match, Romain me disait, il n'est pas sûr, quoi. Il n'est pas confiant en y allant. Sachant en plus que c'est un match, Dijon a aussi une équipe U19. Ouais, c'est donc, ça. Après, à un moment donné, quand t'es en tête du championnat comme ça, il y a tout le monde qui veut ta peau, donc il y a tout le monde qui va essayer de te faire chuter. C'est ça. Attrape-moi si tu peux. C'est ça. Et le dernier match dont on n'a pas parlé, c'est Wittenheim CSL Dijon, avec une défaite de Wittenheim de 3 points. Défaite de 3 points, un peu désolant quand même pour Pierre, qui chute de 3.
Ouais. Qui contre était une bonne match, équipe de Dijon, oui, qui contre une est bonne équipe cinquième, de Dijon, donc, bien sûr. Mais je pense que Pierre, en tout cas, avait les armes pour pouvoir essayer d'accrocher ça. Je sais pas si sa meneuse est revenue ou pas. Elle a joué. Elle a joué. Elle a joué. Elle n'a pas été dans le scoring, mais elle a joué. Peut-être pas en rythme encore. Voilà, je pense. Ouais. Merci Manu. Merci à vous, les gars. Merci. Allez, on est de retour sur Full Court Alsace, cette fois-ci pour débriefer des championnats masculins avec Lio. Relio. On attaque directement avec la nationale masculine 2 et Asa Souffel contre Holsheim, c'était le derby du week-end. Tout à fait. Avec une défaite de l'Asa et de coach Daniel, 58-64. C'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir voir ce derby parce que j'ai pas pu accompagner mon camarade. En présence de Nadir Ifi. En présence de Nadir Ifi qui regardait le Monaco. Checker ce game. Et match tant attendu qui me tenait particulièrement à cœur aussi quand on connaît l'affection que j'ai pour ces deux clubs. Et je pense qu'on n'était pas du tout déçus du spectacle, on va dire, qui a été donné par les deux équipes, même si en termes de jeu, c'était pas incroyable, mais ça s'est joué sur l'aspect tactique, sur la stratégie. Holsheim démarre très très bien le match, à contrario de Souffel, qui les prend justement un peu à leur propre piège aussi, comme ce qu'ils ont un peu vécu contre KB il y a pas longtemps, sauf que contre KB c'était sur le deuxième quart, là c'est vraiment dès l'entrée de match. Holsheim met une grosse pression défensive, Souffel marque 3 points, et en plus sur lancer franc, ils n'arrivent pas à marquer de panier dans le jeu. Il y a un passage en zone très rapide de Daniel qui essaye un petit peu toutes les défenses. Ils insistent beaucoup à l'intérieur, mais ça marche pas trop parce que David Aker et Luigi Laporal, entre autres, tiennent bien les joueurs adverses. Et puis derrière, ils prennent un run d'entrée de jeu à la fin du premier quart. Il y a déjà presque 10 points d'écart. Il y a peu d'adresse côté Souffel. À la mi-temps, ça se tient quand même. Il y a 37-33, donc on est sur un vrai derby, match très serré. Souffel là, augmente son niveau d'intensité défensive, grappille des points, arrive à repasser devant, sauf qu'il donne beaucoup d'énergie. Il profite de l'absence de David Aker qui est sanctionné de faute. Donc ils insistent là à ce moment-là beaucoup sur l'intérieur aussi, ça paye un petit peu. Et en fait, Holsheim marque plus de panier à ce moment-là. Souffel crée un écart, il monte je crois même jusqu'à plus 10. Et ensuite dans le dernier quart, là, Holsheim remet un coup et en fait on sent que dans le dernier quart-temps... les joueurs de Dany, ils sont un petit peu à court d'essence. Ils ont vraiment plus de jus parce qu'ils ont beaucoup donné pour refaire le retard qu'ils avaient à l'entame du match. Et il reste 27 secondes. Souffel est à plus 1. Mohamed Oussi plante une flèche à 3 points dans le corner alors que Souffel doit faire faute. Quand on a vu un petit peu l'agacement de coach Pereira, c'est par rapport à toutes ces petites erreurs-là, on pourra peut-être en parler. Il a dit, de toute façon, c'est les erreurs qui donnent les points aux adversaires. Exactement. Donc du coup, Holsheim passe à plus 2. Jason Bach met un 3 points, rate un tir ouvert à 3 points à 14 secondes. Ça se bagarre pour le rebond off. Et sauf que là, il y a une balle qui est rendue à Holsheim qui, voilà... Je suis totalement impartial, pour moi, doit être donné à Souffel. Ça peut faire pencher le match, mais du coup, la balle est rendue à Holsheim. Il y a faute, lancer franc. S'il ne tremble pas sur la ligne, il offre 2 possessions d'avance et 7 secondes et c'est le match terminé. Holsheim qui a assumé ses responsabilités aussi un petit peu. Mohamed Oussi qui met un gros tir, Thomas Potier qui met un gros tir à 3 points aussi ultra important. C'était pas trop un match pour les intérieurs, c'était assez cadenassé, mais des deux côtés. Après, Souffel on l'a vu à l'interview d'après-match que clairement ils retiennent pas les leçons. Et là ils sont sur 2 défaites de suite, du coup ça les met pas en bonne posture. Donc c'est dommage pour Souffel qui rentre un peu là dans une spirale un peu compliquée. C'est des défaites et des défaites. Après sans vouloir mais l'absence de Joris Wagner ça pèse aussi sur un match comme ça. Moi je suis d'accord avec toi, mais finalement, si tu enlèves Joris, ils ont la même équipe que l'année dernière. Et ça, c'est des matchs que l'année dernière, ils prenaient. Oui et non, parce que tu rajoutes Charlie quand même, qui t'impacte quand même beaucoup à l'intérieur. Bien sûr, mais c'est un match qui, même sans Joris, je pense qu'ils sont capables de le prendre. Oui, quand t'es à plus 10 dans le 3e, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, Holsheim qui a... Holsheim, ils sont dans un renouveau, ils sont... là, ils sont bien, en fait, c'est la mayonnaise qui commence à prendre. Les stats invisibles, David et Luigi, ils font un taf énorme. Mais de malade. Et après, quand t'as des soldats comme Thomas Potier, Félix... Et après, là, il y a eu le retour aussi de Lucas Belin qui a mis des gros tirs. Et il a mis des gros tirs, donc voilà, c'est quand t'as un petit peu d'adresse. Holsheim est vraiment dans un bon mood, donc là, ils vont recevoir Russie à domicile. Et par contre, Souffel va se déplacer à Courbevoie, match très piège. Ouais, match compliqué aussi. Donc voilà.
Deuxième match de NM2, du coup, Liévin contre KB, avec une victoire de KB, 67-76. Belle victoire des joueurs de Julien Boudeville sur un match. En fait, ils ont réussi à faire ce que Holsheim n'a pas su faire le week-end dernier. En plus, à Liévin, pour le coup. Donc, ancien club, on va dire, il y a d'Adrien Dozac, donc le meneur de KB, qui fait un match de taille patron, et 19 points, il fait 4 sur 4 à 3 points, 5 interceptions, 4 passes D. Donc il fait son match, il débute très bien dedans, il switch beaucoup sur les pick and roll Liévin. Et KB arrive à sanctionner avec une grosse adresse. Ils mettent 5 paniers à 3 points juste dans le premier quart. Donc voilà, ils mènent de 5 points à la fin de celui-ci. Sidney Oumoudé est rapidement handicapé aussi par des fautes, donc il est coaché. Ce qui est très fort en fait avec Julien, c'est qu'il arrive entre guillemets à bricoler, parce que voilà, là c'était aussi le retour de Jérémy Nicolas. On a Rondovic qui est en délicatesse avec son coude. Donc voilà, il arrive quand même à faire des belles perfs. À la mi-temps, ils sont à 43-40 parce que KB est un peu plus light dans la raquette. Et les nordistes, ils insistent sur le jeu rapide. Là, c'est la bonne opération qu'ils font, c'est qu'ils limitent Zivkovic à 3 points. Parce que Holsheim n'avait pas trop su faire chez eux la semaine passée. Donc voilà, ça prouve toute la préparation qui a été faite de Julien face à cette équipe. Et en deuxième mi-temps, en troisième et quatrième quart-temps, Liévin marque 12 et 12 points. Donc il limite à 24 points sur la deuxième mi-temps, ils marquent moins de 70 points. C'était leur objectif. Le seul petit bémol, c'est qu'on a une rechute de Jérémy Nicolas qui s'est blessé. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, et sinon, ils font un 11 sur 24 à 3 points. Donc on sait en fait KB, dès qu'ils ont un petit peu d'adresse, c'est une équipe qui est ultra dangereuse. Malgré le fait que voilà, il y a des joueurs qui sont sur une jambe, qui sont voilà, c'est une très belle équipe et Julien arrive bien à composer avec ça. Donc félicitations. Ils reçoivent Gennevilliers, donc c'est ça. Point classement, Laza est deuxième, Asa Souffel est deuxième, Holsheim est du coup sixième et passe devant KB et KB est huitième. C'est ça, grâce à la bonne opération de KB face à Liévin. On passe sur la NM3. Alors très rapidement, on a eu coach Meyer, donc Vob Fufu 88-91. C'est ça. Donc, pas de débrief. Pas de débrief particulier, on l'a eu. Victoire, et puis voilà, juste que le Vob va se déplacer à Moneto. Bonne chance à eux. C'est ça. Et Fufu reçoit Reddy reçoit Reddy dans un back-to-back derby. C'est ça, parce que là, il faut gagner aussi pour Fufu s'ils veulent continuer leur ascension. Mais bon, faut gagner pour Reddy aussi, parce que s'ils veulent continuer leur ascension aussi. Ça va être un très très beau match. Ça va être un très beau match. Allez, Chenov-Mulhouse avec une défaite de Mulhouse de 2 points, 94-92. Rageant pour les joueurs de Mathieu Gita. Même si, pareil, se déplacer à Chenov, qui est une équipe qui est invaincue à domicile et qui tourne à 100 points de moyenne. Donc c'est pas facile. Ils avaient dans l'optique de jouer beaucoup sur. Défendre quoi. Ils avaient dans l'optique de jouer beaucoup sur les jeux rapides et en fait, Chenov est aussi une équipe qui adore le jeu rapide, donc c'est compliqué d'avoir deux équipes qui veulent faire du jeu rapide. C'est pour ça qu'on a un score aussi élevé. Maintenant, voilà, Mulhouse qui est privé toujours de Damien Thibedor, qui reviendra pas avant le mois de janvier. Scozilas qui n'est pas là. La bonne prestation de Matteo Lelan que vous avez vu, qui est normalement sur la N1, qui a mis 23 points, qui a mis des gros tirs à 3 points. Donc en fait, Mulhouse démarre bien son match. À la mi-temps, ils sont toujours devant jusqu'à la mi-temps. Après, dans le troisième quart, ils arrivent à faire un run. Quentin Dill, dans ce troisième quart-temps, plante 4 paniers à 3 points, ce qui leur permet de faire un petit écart. Ils sont à plus 7. Sauf que Chenov, c'est très costaud physiquement. Et du coup, en dernier quart, ils arrivent à faire le job et ils gagnent de 2. Donc ça aurait pu tomber, honnêtement, la pièce aurait pu tomber des deux côtés. C'est comme disait Coach Gita, c'est rageant. Maintenant, perdre à Chenov, c'est pas non plus très grave. Voilà, maintenant, c'est vrai que par rapport à leur classement, du coup, ça les redescend un peu, ça les freine dans leur ascension. Mais bon, voilà. Ok, Mulhouse qui reçoit Montmoreau pour le prochain match. Mulhouse qui reçoit Montmoreau, pareil, c'est un match qu'il va falloir chercher. Après, en vrai, la N3 là, cette année, c'est compliqué, à part Moneto là, qui a commencé à se décrocher. Tout le monde peut battre tout le monde. Ouvert, on l'a vu, Fufu en train de se relancer, le Vob qui perd à domicile. Et Riedisheim, du coup. Riedisheim qui a gentiment marché sur Nuit Saint-Jean. Gentiment marché, 106-72. En fait, ils avaient vraiment à cœur de se rattraper par rapport à leur précédent match. Et ils démarrent tambour battant dans leur salle, pleine à craquer. C'était plein, c'était un beau spectacle. C'est ça. Et tout de suite, avec beaucoup d'adresse. Le petit bémol tout de suite aussi, c'est que d'entrée de jeu, Quentin Klingelschmidt se blesse au bout de 2 minutes de jeu. Out. Pour combien de temps, je sais pas, mais à mon avis, je pense pas qu'il va retrouver les parquets sur la prochaine rencontre, connaissant les problèmes qu'il a au cheville.
Et en fait, il démarre tout de suite avec beaucoup d'adresse. Kevin Walter notamment, qui prend ses responsabilités, qui met 18 points, je crois, à la fin du match. Arnaud Bader aussi, qui met 17 points. En fait, ils ont tout de suite une grosse adresse, mais ils n'arrivent pas tout de suite à se décrocher parce que Tanger en face les tient un petit peu en vie. Ils sont qu'à plus 4 à la fin du premier quart. Et après, début du deuxième, ils font un run, ils prennent plus 14 tout de suite. Et ils mettent 8 paniers à 3 points sur cette première mi-temps. 6 pour Nuit Saint-Georges. Et après, en fait, en deuxième mi-temps, Riedisheim lâche complètement les chevaux. Ils finissent avec 15 paniers à 3 points au total. Donc, c'est ce qui les nourrit aussi. Voilà, c'est ça. Quand t'es à droite, quand t'as Kamal Sangou qui finit pareil, qui doit finir autour des vingtaines de points, il a dû prendre une dizaine de 23, je crois. Ouais. Donc là, j'ai pas envie de dire qu'ils sont quasi injouables, mais dans leur salle, quand t'es dans le corner, si tu fais plus du 40, t'es soit dehors, soit 2 points. Bon ben voilà, quand t'es une équipe que tu connais pas, c'est compliqué. Après quand les joueurs à domicile prennent feu, que t'as toute la salle qui prend feu. Exactement. Bonne chance pour arrêter Riedisheim. Franchement. Donc là, ils vont à Fufu, comme on l'a dit. Ils vont à Fufu, ça va être un gros match. Le derby, ouais. C'est ça. Et dernier match de NM3, du coup, Saint-André-les-Vergers, Célestat, avec une grosse défaite de coach Joseph. Ouais, en fait, je sais pas s'il pouvait espérer grand-chose, dans le sens où tu pars sans Mathieu Spitz, qui est une chose plus ou moins actée, on va dire, qui fait pas forcément tous les matchs à l'extérieur. Par contre, partir sans Romain Chal, ça, c'était pas forcément prévu. Donc c'est un peu plus compliqué face à une équipe qui est quand même assez dense physiquement. Saint-André, même s'ils jouent qu'à 6-7 joueurs, ils ont proposé à coach Joseph 40 minutes de 2-1-2. Voilà. Donc, si t'as pas trop d'adresse, ce qui a été un peu le cas, tout de suite, ils ont pris plus 11. En fait, il y a eu 26-15 à la fin du premier quart. Et après, sur le deuxième quart, tantôt ils attaquent bien, tantôt ils attaquent mal cette zone. Donc ils n'arrivent pas vraiment à revenir en fait. Il y a une grosse débauche d'énergie qui est faite en deuxième mi-temps et ils reviennent à moins 6 quand même. Et Alexis Geist rate un tir ouvert à 3 points qui aurait pu faire la bascule. Sauf que malheureusement il le rate. Et derrière, Saint-André fait parler sa domination physique, notamment à l'intérieur. Malgré une belle prestation de Thibaut Benabid qui fait 19 points, 10 rebonds. En ce moment, en plus, il tourne très très bien là, sur les 3-4 dernières rencontres, je trouve. Mais voilà, au final, ils finissent à moins 20, même si on va dire que le match, ils sont à moins 12-13, on va dire. Et à la fin, les 3 dernières minutes, ils lâchent complètement, ils baissent pavillon et moins 20. 2-1-2 is the new defense. Toutes les semaines, j'ai l'impression qu'on dit que des équipes se mettent une 2-1-2 de papy, raquette. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que toutes les semaines, on dit qu'il y a de plus en plus d'équipes aussi qui défendent beaucoup plus longtemps en zone. En fait, c'est fou. J'en parlais avec Mathieu. C'est étrange en vrai. Après, c'est bien exécuté, ok, mais c'est parce que tu dois avoir une bonne exécution derrière. Faut bien l'attaquer, et si tu l'attaques pas bien et que tu t'en remets juste à l'adresse extérieure et que t'en as pas, c'est foutu. C'est ça. Ce que font souvent les équipes, malheureusement. Et donc Célestat reçoit Chenov. Voilà, juste pour l'info. Et donc, du coup, pour un classement, le VOB 5e, Riedisheim 6e. Ouais. En fait, toutes les équipes alsaciennes là sont un peu au milieu de tableau. Dans le même panier. Célestat est 9e, Mulhouse. Alors, on va d'abord faire VOB à 5-4. 5 victoires, 4 défaites. Riedisheim à 4-5 avec Célestat 4-5. Donc, c'est panier average qui après change. Et Mulhouse. Mulhouse à 4-5 aussi. Voilà. Et Fürdenheim qui, du coup, est à 3-6 et passe à la 13e place au lieu de la 14e. Et doit absolument gagner Riedisheim. C'est ça. Et possiblement, si Nuit Saint-Georges perd, il pourrait se sauver. Il commence à remonter dans le classement. Donc, ça peut être intéressant. Il y aura des beaux matchs. Merci Lio. Merci les gars. Merci beaucoup. À plus. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode de Full Court Alsace. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Bien évidemment, vous retrouvez l'ensemble de tous les matchs juste à côté de moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à plus. Salut.